déjà. Ouais. Donc, je crois que tout est parti. Excellent. Je dirais qu'on voit mon écran. Oui, Parfait. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Suite à mes échanges avec Luc, l'idée, c'est d'abord de me présenter et après de vous aider un peu à vous familiariser avec la blockchain et d'autres notions. Donc, mon nom est Sam Drissi, je suis un entrepreneur et conférencier. Mon challenge, c'est toujours simplifier les technologies innovantes et complexes comme la blockchain. Donc, j'ai co-créé une plateforme qui s'appelle Artisio, qu'on va explorer par la suite, qui est dédiée à la simplification de la propriété intellectuelle, donc comment certifier votre IP en utilisant la blockchain, et aussi de la détection de plagiat. Et récemment, depuis un an, une plateforme qui s'appelle BIP Quantum, qui remplace un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, j'ai eu la chance d'être conférencier, que ce soit en Europe, Afrique, Canada, États-Unis. Et mon focus, c'est vraiment la blockchain, l'intelligence artificielle appliquée. Parmi certaines réalisations, j'ai été lauréat, j'ai eu quelques distinctions, j'en suis très reconnaissant. Et mes valeurs sont l'innovation, l'impact social et le leadership. Donc, comment sortir, réfléchir à l'extérieur du cadre, donc out of the box. Ça, c'est mon LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer des invitations et des messages. Je serai très heureux de supporter du mieux que je peux. Est-ce que vous avez des questions à date? Non, c'est parfait. Merci. c'est correct. Parfait. Donc, on va commencer. Un petit avant-propos pour parler à blockchain, il faut qu'on se situe, qu'on se mette dans les pieds du consommateur. Donc, d'abord, l'histoire du web un peu. Bon, très simple. On commence par du pré-Internet. Probablement, je ne sais pas si parmi vous ont entendu parler du Minitel ou du premier simplement H2H, donc c'est interface, où il y avait les téléphones, où on communiquait simplement. Donc, ça, c'est la base. Après, on a eu l'Internet. Donc, l'Internet, c'était vraiment l'Internet de contenu, dans lequel on a eu simplement une simple vitrine où on donnait de l'information. C'était des blogs à la base. Et à partir des blogs, on est parti Web 2.0. Donc, ça, c'est le 1.0. Et 2.0, c'est l'Internet transactionnel. Donc, après la bulle.com, on est arrivé dans la bulle.com au début du Web 2.0 où Bezos a commencé sur Amazon en vendant des livres. Et tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Avantages, inconvénients, bien évidemment. Et à partir de là, on a évolué vers le web de contenu. Donc, on devient le produit par notre contenu dans les médias sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et je nomme. Notre contenu génère du profit à ces médias sociaux puisque notre profil devient un produit marketing grâce aux ads. Facebook, Instagram et tous ces géants nous vendent comme de l'AdWords. C'est commencé par Google. Et bien évidemment, la dernière étape du web, c'est l'Internet des choses, donc les objets connectés, que ce n'est pas juste les téléphones, les voitures connectées, les objets, les meubles connectés, etc., etc. À partir de là, on s'en va à une révolution qui s'appelle la blockchain. Donc, la blockchain n'existe pas depuis juste l'invention du Bitcoin. La blockchain, c'est derrière la crypto. C'est le centre même. Première innovation de la blockchain, ça a été créé en 1991. Donc, Stuart Haber, que vous voyez ici, et Scott Stonetta, ils ont déposé un brevet sur la gestion décentralisée des données. En gros, c'est une base de données. Okay? C'est comme un cloud. On prend toutes vos données sont dans le cloud, c'est la même chose, sauf que la blockchain, elle est beaucoup plus structurée et les données sont protégées. Donc, l'utilisation de la blockchain est focusée sur 5 étapes, que ce soit le droit à la concurrence. Donc, il n'y a pas juste les géants du monde, Google, Amazon, Facebook, qui peuvent gouverner, mais même nous, en tant qu'êtres humains, on peut aussi les concurrencer. Droit à la vie privée, mes informations doivent m'appartenir avant d'appartenir à Google et aux médias sociaux. Droit de la propriété intellectuelle, c'est mon focus et je serai très heureux d'en partager plus. Droit du contrat, donc si je dois traiter avec une autre personne, j'aimerais le faire humain à humain sans tiers de confiance, que ce soit la banque, le notaire, l'avocat. Droit, finalement, la gouvernance de la chaîne, donc faire confiance au code. Donc dans le code on croit, in the code we believe, et c'est là où on va arriver. Donc Satoshi, ça a été Nakamoto, l'inventeur ou les inventeurs de Bitcoin, c'est 2009. Mais 2008, ils ont sorti leur premier livre blanc
à partir de après la révolution, la crise économique qu'on a connue, bien évidemment. Jusque-là, c'est clair pour vous? Donc, sans trop rentrer dans la technicité, pour vous expliquer c'est quoi la blockchain, chacun d'entre vous, j'imagine, a un compte bancaire, n'est-ce pas? Donc, votre banque, que ce soit RBC ou autre, et détient vos livres de compte. Débit, crédit, combien vous dépensez, etc. La blockchain, elle remplace cette banque-là, pour faire simple. Donc, au lieu d'avoir un être humain derrière son logiciel qui va valider les transactions, parce qu'il y a malheureusement encore une validation humaine dans les banques, même si les transactions se font de manière automatisée et cryptée, c'est un code, un algorithme, donc sans émotion et quasi incorruptible, qui va définir, par exemple, que moi et Luc, je vais envoyer, par exemple, un jeton, un bitcoin ou même un dollar, un équivalent d'un dollar américain, parce que ça existe dans la crypto, en échange d'un article qu'il va me vendre. Donc, ce qui se passe, c'est que la blockchain va vérifier que je détiens bien cette monnaie-là dans mon portefeuille, ce qu'on appelle un wallet, et que Luc, il a bien cet actif qui va me transférer. Et aussitôt que le transfert se fait, la blockchain va prendre la monnaie de mon portefeuille, l'envoyer à Luc, et aussitôt que moi je reçois, mettant par voie postale, l'article, la validation se fait et la transaction est faite. Donc, ça garantit des relations et des échanges entre deux êtres sans même qu'ils se connaissent. Et ça, c'est super puissant. Là, vous avez un schéma un peu plus poussé où il y a des transactions entre A et B. Et bien évidemment, la blockchain, ce sont des blocs qui sont reliés entre elles et l'information se répète d'un bloc à un autre de manière cryptée, en 36 caractères. Donc, c'est quasi immuable. Je ne peux pas vous dire que c'est impératable, parce que maintenant, avec les ordinateurs quantiques, malheureusement, tout est pératable, même nos comptes bancaires. Mais heureusement, je vous rassure, tous les géants et toutes les infrastructures financières se préparent à ça, petit à petit. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Je peux continuer? Non, c'est pas clair pour moi. OK, parfait. De manière pratique, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai un compte à RBC. Comment est-ce que la blockchain m'impacte? Je n'ai pas très bien compris. Je comprends bien le sens des écritures, débit, crédit et tout, mais c'est encore un peu flou. Je ne sais pas si on peut réexpliquer avec un exemple un peu plus concret. C'est une très bonne question. Votre nom, c'est Sandy? C'est le cas? Gladys. Le prénom, c'est Gladys. Gladys, excusez, ouais, je voyais Gladys, enchanté. Très bonne question. Écoutez, je vais vous dire ça de manière beaucoup plus simple. Et vous avez raison en parlant de la banque. Donc, dans un futur proche, qui est déjà réel aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus besoin d'utiliser une banque, carrément. C'est quoi la différence? C'est que au lieu d'avoir une banque dans laquelle vous posez votre argent et vous gérez vos transactions et vous effectuez vos demandes d'emprunt ou d'hypothèque, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un système de financier décentralisé, donc Decentralized Financial Institution, DeFi, qui fait en sorte que vous pouvez emprunter de l'argent d'autres particuliers grâce à ce code-là. Donc, dans la blockchain, en gros, on est plusieurs êtres humains dans laquelle on a des wallets, des portefeuilles digitales, et on a notre argent. Un peu comme votre compte RBC. On a tous des comptes online, right? Et on gère notre compte en ligne et on envoie un virement Interac. Vous me suivez? Donc, au lieu que vous traitiez avec la banque et vous payez des frais, tout se fait de particulier à particulier. Donc, on appelle ça peer-to-peer. Ce qui se passe techniquement à l'arrière-machine, c'est qu'on appelle ça un contrat intelligent, mais il n'est pas aussi intelligent que ça. En fait, c'est un contrat qui va exécuter des règles très, très strictes. Je vérifie, par exemple, si Sam, il détient bien ce montant d'argent. Check. Je vérifie si Luc, faisant la transaction entre moi et Luc, Luc, il a un portefeuille et il est vérifié, parce qu'on peut exiger qu'il y ait une vérification, ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer. Quand vous ouvrez un compte en banque, vous faites vérifier. Vous scannez votre permis de conduire ou une preuve d'adresse. Donc, dans le monde de la blockchain, c'est aussi faisable. Donc, Oui. en gros, ce qui se passe, au lieu que ce soit une banque qui le fait, c'est un code qui va exécuter des règles très strictes. Il est incorruptible et il prend l'argent de mon compte, il va l'envoyer à Luc et cet argent, je ne l'ai plus. Il n'envoie pas une image de mon compte bancaire. Vous voyez, c'est le même principe qu'un virement Interac, sauf que ça se fait de manière automatisée grâce à un contrat intelligent. OK. Luc, il a une idée, je pense. Luc, vas-y, Luc, si tu veux rajouter quelque chose. Mais tu es muté, hein. Luc, tu es muté.
Merci. Pour aider Gladys, en gros, ce que Sam vous dit, c'est que si vous faites affaire avec votre banque est le gestionnaire de votre portefeuille et l'intermédiaire entre vous et la personne avec laquelle vous allez faire une transaction. Mhm. Lorsque vous utilisez le blockchain, on n'utilise pas la blockchain en soi. On utilise un système de monnaie. Exemple, le Bitcoin. D'accord? Donc, lorsque vous utilisez le Bitcoin, vous êtes dans un environnement où est-ce que la blockchain ne gère que des Bitcoins. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que les deux participants à une transaction, le récepteur puis l'émetteur, aient un compte Bitcoin. Et là, vous faites votre transfert de Bitcoin, d'argent, à cette personne-là. Et au lieu d'avoir une banque au centre, c'est un système qui comprend un blockchain, qui fait ce que Sam m'a expliqué. Il va tout faire la validation des montants, s'assurer que la personne a l'argent avant de payer, que la personne qui va le recevoir a bien un wallet ou un compte, un portefeuille pour recevoir cet argent-là. Puis il fait la transaction selon les critères et modalités prévues. Parfait, c'est bien expliqué. Merci. Merci, Luc. C'est un plaisir. Merci. Les questions, on les note pour la fin ou bien c'est mieux qu'on les pose au fil de l'eau? Parce que du coup, ça m'amène oui, une n'hésitez autre pas. question. N'hésitez pas, si à chaque slide, il y a quelque chose qui n'est pas clair, posez vos questions, mais c'est sûr qu'à la fin, il va y avoir une période de questionnement. Mais pour compléter l'explication de Luc, c'est quoi la puissance de la blockchain? C'est que vous n'avez plus besoin de demander une permission pour utiliser de l'argent, ce qui est énorme. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on demande une permission. Hein. Le fait d'ouvrir votre compte sur votre banque et de transférer de l'argent, il y a une demande de permission qui se fait. C'est pour ça qu'on se log pour valider le transfert. Vous n'avez plus besoin de galérer pour faire une demande d'hypothèque, par exemple. Hop, je crois qu'il y a une question. Oui, Gazmi, Myriam. Est-ce que le concept de blockchain, là, on parle de crypto, mais ça peut être applicable dans n'importe quel domaine ou c'est spécifique à des transactions en ligne? Très bonne question, Myriam. La crypto, c'est juste une application de la blockchain. La blockchain, c'est la technologie derrière. Donc, sans blockchain, il n'y aurait pas de crypto. Vous comprenez? Donc, la crypto-monnaie, pour comprendre un peu comment ça a été lancé, les gens, en fait, là, vous voyez, là, on a une transaction. Okay? Ça, c'est le bloc est validé. Donc, il y a une formule mathématique qui est envoyée pour protéger un peu la data. Quand j'envoie un virement d'un ordinateur A à un ordinateur B, d'une personne A à une personne B. Donc là, une fois que cette problématique mathématique est résolue, pour remercier, en gros, c'est des... chacun, en général, c'était quoi avant? C'était des mineurs. En gros, c'est des ordinateurs, des unités centrales que des gens avaient chez eux. Ça a utilisé de l'électricité pour calculer. Et la première unité qui fixe, qui résout cette problématique mathématique, elle reçoit des jetons cryptographiques, elle reçoit des bitcoins ou autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le minage et la récompense des minages. Mais ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, beaucoup de blockchains n'ont plus besoin de validation par miners. Donc c'est comme ça que la crypto a été lancée. Et la crypto a été lancée pour dépasser le système financier conventionnel. Parce que le dollar, à l'époque, avant que Reagan change la donne en 1976, si je me rappelle bien de la date, chaque dollar avait un équivalent en or. Et pendant un moment, il a dit non, il n'y a plus d'équivalence en or. Et les États-Unis ont commencé à imprimer les billets. Et bien évidemment, le Canada, l'Europe, l'Afrique, on a tous suivi derrière. Le Bitcoin, c'est une monnaie digitale qui n'a pas d'équivalent en or, mais qui est valorisée par de la spéculation. Donc, les premiers qui ont acheté le Bitcoin, à l'époque, c'était 20 sous. Aujourd'hui, on voit ce que ça vaut. C'est plus de 99 000 $, en moyenne 98 000 il y a 2 jours. Cette spéculation définit une valeur. Donc ça, c'est la valeur du marché. Il y a une grosse versatilité de la valeur de la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie représente une toute petite niche dans le monde financier aujourd'hui. Donc, c'est des montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est ça. Donc, blockchain, technologie, crypto, c'est ce qui existe grâce à la blockchain. J'espère que c'est clair, Myriam. Je vais prendre une autre question, mais après, je vous proposerai de noter vos questions parce que je veux juste respecter notre temps de présentation. Il y a plein d'autres choses. J'ai plein d'autres slides et du contenu à vous faire. J'ai des exercices pratiques. On va prendre du fun. Est-ce que vous voulez aller avec votre question? C'est qui? C'est Christelle. Christelle, merci. Allez-y. Très bien, moi j'ai 2 questions, je vais les poser une fois.
j'aimerais savoir si en fait, la blockchain, là, est-ce que c'est réglementé? Est-ce que c'est réglementé et par quel organisme? Ça, c'est ma première question. Et comment est-ce que euh, qu'est-ce qui garantit notre sécurité en utilisant la Très blockchain? bonne question. Bon, la réglementation, c'est un gros mot. Il n'y a pas vraiment de réglementation, il y a un standard. Regardez, par exemple, le web, il y a un standard dans le web, mais il y a des régulations qui définissent, par exemple, la gestion des données personnelles, les transactions financières, les régulations pour accéder à data par tranche d'âge, les limitations de géolocalisation, etc. Dans la blockchain, oui, il y a un standard, mais la blockchain, c'est une révolution nouvelle encore. Donc, il n'y a pas de réglementation en tant que telle. Par contre, ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre de réglementation de la crypto-monnaie. Donc, les régulateurs de marchés financiers, surtout en Amérique du Nord, sont en train de se disputer, jusqu'à l'arrivée de Trump récemment, pour limiter l'utilisation de la crypto-monnaie. Et c'est vraiment très intéressant parce que si on regarde ce qui se passe en Afrique, par exemple, la crypto-monnaie a été adoptée de manière incroyable et ça a permis surtout dans l'Afrique centrale, à accélérer l'accès à la richesse à plusieurs personnes, à résoudre des problématiques grâce à la blockchain, comme par exemple le cadastre, qui est le droit de propriété, ça a été résolu grâce à la blockchain. Donc, les pays évolués aujourd'hui comme l'Amérique du Nord sont très en retard dans l'adoption de la crypto-monnaie et d'utilisation de la blockchain, malheureusement. Et on rencontre des fuites de cerveau et de génie et de connaissances vers les pays de Golfe, vers les pays comme la Suisse, qui est un pays qui réglemente parfaitement la crypto, vers quelques pays d'Afrique aussi, et vers des petits endroits peu connus, mais qui détiennent des gros montants de Bitcoin, comme le Salvador et d'autres pays très intéressants. Donc, deuxième question, est-ce qu'on est protégé? Oui, la blockchain quand même protège nos data plus que le Web 2. Pourquoi? Parce que quand une transaction est faite ou une information est ajoutée à la blockchain, elle est cryptée. Ça veut dire qu'elle n'est pas transmise telle qu'elle, elle est cryptée en 36 caractères, un groupe de chiffres et de mots. Et cette cryptographie est fantastique parce qu'elle est reproduite sur les 3 premiers blocs, et à partir de là, elle est reproduite dans l'entièreté des blocs. Donc, si on doit pirater une information ou une donnée, que ce soit une donnée financière ou autre, on doit accéder à 51% des blocs dans le monde. On parle de milliards aujourd'hui d'unités dans le monde, sans parler du cloud mining. Donc, oui, c'est sécurisé. Est-ce que c'est infaillible? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de technologie infaillible. Même nos comptes bancaires ne sont pas infaillibles à cause des calculs quantiques et des ordinateurs quantiques qui deviennent populaires, qui se démocratisent petit à petit et qui consistent à accélérer le calcul, qui permettent de façon plus simple, que vous réalisez la puissance, des problématiques qui prenaient peut-être 10 ans à être fixées, peuvent être fixées en moins d'1 an aujourd'hui. On parle de minutes en qubits, mais je ne vais pas rentrer dans des détails là-dessus. Ça peut être Luc et moi, on pourrait planifier une autre séance là-dessus. J'offre de la consultation à des startups en quantique en ce moment et c'est phénoménal où est-ce qu'on s'en va. Mais on va rester dans le sujet et je vous propose de noter vos questions pour la suite si vous voulez bien, parce qu'il y a encore du contenu. Donc, l'évolution de la blockchain. Et j'espère que j'ai bien répondu à votre question, je m'excuse. C'était bien clair, merci. Très bien, n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas. OK, le but ici, c'est d'ouvrir nos esprits et de voir un peu c'est quoi le potentiel. Cette belle révolution, elle a plusieurs niveaux. Donc, on passe le début, donc c'était vraiment une révolution, un début d'utilisation financier où il y a eu le lancement de Bitcoin officiellement en 2009. Le livre blanc a été lancé en 2008 pour bâtir la communauté. Après, on a la blockchain 2.0. Donc ici, bien évidemment, on parle d'une blockchain transactionnelle. Donc on commence à utiliser la blockchain avec ce qu'on appelle un contrat intelligent qu'on peut gérer nous-mêmes. Il y a eu les lancements de crypto avec Ethereum, que vous avez certainement entendu parler. Il y a eu des NFT, je vais vous expliquer ça, bien évidemment. Et après, on arrive à la blockchain 3.0, qui est une blockchain prédictive, donc capable de prédire quelle serait la valeur du Bitcoin la prochaine année, quelle serait, par exemple, une éventuelle compensation dans une usure d'assurance, parce que c'est utilisé aussi dans les assurances, et on s'en va de plus en plus à des utilisations
qui vont rompre avec le monde conventionnel. Donc, l'historique est simple. 91, ici, on parle simplement prémisse de la blockchain. 2008, le Bitcoin, qui a été lancé en 2009. 2024, smart contract, tokenisation des actifs, comme ce qu'on fait nous à Cartesio. Donc, on va pouvoir transformer n'importe quel bien, que ce soit une image, un bien immobilier, un droit de propriété, dans un jeton. C'est pour ça qu'on appelle ça la tokenisation. Et de 2025 à 2030, c'est la combinaison de l'intelligence artificielle avec la blockchain. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir et je vous en parlais d'un projet qui s'appelle BIP Quantum, qui remplace donc des avocats en propriété intellectuelle. Donc, pour encore créer une analogie avec le web, donc le web 1.0, c'est du contenu statique, le 2.0, les médias sociaux, 3.0, blockchain et décentralisation, 4.0, intelligence artificielle, IoT et smart contract. Donc, on s'en va dans un monde où il y a énormément de possibilités. Il faut juste être au courant et être à la page. Maintenant, un petit aperçu sur les blockchains. Comme si ce n'était pas assez simple, il faut encore compliquer les choses, mais c'est important de le savoir. Donc, les bitcoins que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle un Layer 1. Donc, c'est un premier niveau d'application de la blockchain. Comme elle a dit Luc tantôt, c'est là où on crée une transaction financière. Il y a eu Binance, qui est un échange aujourd'hui qui a fui le Canada et les États-Unis, mais qui est quand même très imposant. Ethereum, c'est la crypto-monnaie et la blockchain qui a changé toute la game. Pourquoi? Parce qu'elle permet à n'importe qui d'utiliser les contrats intelligents de manière plus accessible, contrairement au Bitcoin où c'est très complexe. Celio, Solana, ce sont d'autres blockchains Layer 1. Les Layer 0, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils permettent le transfert de data. Donc, il y a eu Polkadot qui essaye de communiquer les blockchains entre elles. De manière plus simple, si, mettons, Luc utilise Gmail et moi, j'utilise Yahoo, si je lui envoie un email, il ne pourra pas l'ouvrir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les blockchains ne communiquent pas entre elles. Donc ça, on appelle ça l'interopérabilité. Et ça, c'est le challenge qu'on a avec cette technologie-là. Pour que vous réalisez l'impact, imaginez que vous faites un retour vers le passé. En 91, là où il y a eu les premières adaptations, les premières études du cloud basing, donc du cloud. Et en 2000, on a dit, OK, les clouds est devenu démocratique, n'est-ce pas? Donc, imaginez qu'on revient dans le passé et on vous dit, ah, aujourd'hui, on parle du cloud. Pour vous, c'est une évidence. Vos données d'iPhone sont sur le cloud, vos backups sont sur le cloud, nos données financières, tout est dans le cloud. Et on est à ce niveau de révolution où on est juste à niveau 2. Donc, Idriss Aberkan, si vous ne le connaissez pas, c'est un doctorant en neurosciences qui a fait une grosse conférence qui parle de révolution technologique. Donc, les technologies, les révolutions, elles ont 3 phases. Première phase, tout le monde dit oh, ça ne va jamais fonctionner. C'est ce qu'on a entendu parler depuis 2008 avec le Bitcoin. Deuxième phase, ils vont dire oh, c'est dangereux. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est évident, mais on entend beaucoup d'histoires d'horreur sur du vol de crypto-monnaies, blanchiment d'argent, etc. Alors contre nous, même la monnaie fiat, donc la monnaie fiduciaire, elle rencontre les mêmes problématiques. Troisième niveau, là, tout le monde dit « Oh, c'est évident ». Et on va arriver à cette évidence-là dans les prochaines années. Donc, le Layer 2, c'est ce qui permet d'accélérer les transactions. Et le Layer 3, c'est là où on développe des applications. Il y a eu des NFT, des collectibles qu'on appelle CryptoKitties, des métavers, des mécanismes de vote et de la finance décentralisée, un peu comme le modèle qu'on a expliqué tantôt à Myriam, où on peut échanger nos cryptos, nos monnaies sans tiers de confiance. Donc maintenant, on va parler de manière plus générale la technologie transversale. Donc, blockchain, comment on peut utiliser le blockchain? Je vous dirais, avant de parler d'IP, il y a d'autres usures. Donc, il y a l'énergie. Ici, peer-to-peer energy trading. Donc, on va pouvoir carrément, mettons que vous avez une éolienne chez vous et que vous stockez de l'énergie, vous pourrez vendre cette énergie-là grâce à la blockchain. Et il y a une startup qui s'appelle Power Ledger. C'est un wallet qui permet aussi d'exporter un peu, de vendre votre énergie et d'encaisser de la crypto-monnaie en échange. Donc, imaginez, les possibilités sont illimitées. Si on prend aujourd'hui, par exemple, encore l'Afrique, avec toute l'énergie solaire qu'on a, l'Afrique pourrait démocratiser l'accès à l'énergie. Et imaginez, chaque personne qui détiendrait un panneau photovoltaïque chez elle pourrait vendre par la suite l'énergie où est-ce qu'elle veut, dans le monde, carrément. Encore, on a un challenge de transfert d'énergie, mais quand même, d'un point de vue financier, c'est huge. Traçabilité des énergies vertes. Donc, la force de la blockchain, c'est de permettre de traquer et tracer de manière
puissante et précise n'importe quel actif, que ce soit un transfert de biens financiers, un transfert de données, un transfert d'énergie ou quoi que ce soit. Donc, pour la suite, deuxième utilisation dans le domaine agroalimentaire. Donc, suivi de la chaîne d'approvisionnement. Ici, IBM Food Trust, c'est l'une des plus grosses compagnies, encore IBM qui prennent le dessus. Un exemple, en Chine, vous avez la capacité de traquer votre poulet bio depuis parce qu'ils lui mettent un tracker dans le cou, depuis son début de vie jusqu'à ce qu'il arrive au rayon de votre magasin. Donc, ça va vous donner des données aujourd'hui précises sur la nutrition, le rythme cardiaque. Vous allez me dire, on s'en fout de ça, puisqu'à la fin, je vais le consommer. Mais ça, c'est un potentiel énorme pour réduire les intoxications alimentaires, les abus et les vols. Aujourd'hui, par exemple, pour donner une donnée assez incroyable, le plus gros trafic, tout le monde croit que c'est les drogues et les vêtements, ben, le plus gros trafic en agroalimentaire, ce sont les huiles vierges. Les huiles extra vierges n'avaient pas de traçabilité. Et bizarrement, on croit que les pays évolués, ben, ils n'ont pas ce problème. Et ben, les pays scandinaves et les pays européens, c'est eux qui ont rencontré le plus de trafic. Donc, des huiles qui étaient déclarées comme extra vierges qui ne l'étaient pas. Et la blockchain peut résoudre cette problématique-là. En plus, on parle de lutter contre la contrefaçon. Par exemple, la montre Bulgari, depuis 4 ans, utilise la blockchain pour la certification, pour éviter le plagiat. En gros, vous tapez, on appelle ça les technologies NFC, donc comme technologie Bluetooth, vous tapotez votre téléphone contre l'article, et là, ça vous sort une identification, date de production, check par Bulgari, et tout est vérifié. Et donc, ce n'est pas juste en agroalimentaire, même dans le domaine du luxe, pour contrer la contrefaçon, on utilise la blockchain pour ça de plus en plus. Dans le domaine de la santé, c'est encore plus gros. Gestion sécurisée des dossiers médicaux. Donc, il y a un projet magnifique qui s'appelle MediLedger, je vous invite à le regarder. Aujourd'hui, par exemple, nos données de santé, on n'a aucun contrôle là-dedans. Vous avez un dossier en tant que Canadien, on a tous des dossiers de santé qui sont plus ou moins centralisés et non décentralisés. Et toutes nos données, malheureusement, sont accessibles sans notre permission aujourd'hui. Et la blockchain va changer la donne. Donc, ce qui se passe, des géants comme Pfizer et tous ces géants-là peuvent accéder à nos données sous prétexte d'effectuer des recherches pour résoudre des maladies rares. Et par la suite, bien évidemment, ils développent les médicaments, ils les vendent à des prix exorbitants sans qu'on ait aucun avantage. Donc, ces données-là sont précieuses, elles doivent être cryptées et dans le futur, on va être récompensé à chaque accès à cette data-là. Je suis assez confiant là-dessus. Ça ne se fera pas en un jour, malheureusement. D'autres usures, domaine financier, on parle des finances décentralisées. Donc, la crypto-monnaie, comme l'a dit Luc tantôt, le Bitcoin, par exemple, mais pas que le Bitcoin. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre crypto-monnaie. Lancer un jeton, définir une utilité derrière, de préférence, parce qu'il y a aussi des jetons d'utilité, ce qu'ils appellent shitcoin, excusez l'expression, ou ils appellent ça des meme coins. En gros, c'est des jetons qui n'ont aucune valeur, qui sont faits juste pour transiger. Et pour répondre à la question de validation légale, elles sont encore dans une zone grise. Elles ne sont pas encore considérées comme des vrais jetons. Exemple concret, vous avez entendu parler du jeton de Trump qui a explosé, ou Libra, le jeton en Argentine. Malheureusement, on parle de scam, mais il n'y a pas vraiment de scam. Ce qui se passe, vu le manque de régulation, il y a des groupes de personnes qui maîtrisent la crypto, qui achètent les jetons en grosse quantité, et dès que la valeur monte, on appelle ça buy and dump, ils dumpent tout, ils revendent, et là, ils explosent le marché, ils font ruiner la monnaie. Mais ça, c'est juste un côté négatif. Il y a des côtés qui sont super positifs, où des gens qui sont interdits bancaires peuvent accéder à l'argent et refaire leur vie grâce au DeFi, donc Decentralized Finances. Dernier domaine qui est plus intéressant, c'est l'art et la culture, donc les NFT pour les authentifications d'œuvres, plateformes comme Artisio que je vais vous montrer tantôt pour les droits d'auteur, et des endroits où on peut vendre nos pièces d'art ou nos collectibles, des plateformes comme OpenSea, mais il y a beaucoup de plagiat. Là, je vais prendre un break, je vais vous écouter, parce que je suis sûr que vous avez des questions. Si vous avez des questions, bien sûr.
Moi, je veux juste dire que c'est super intéressant. Depuis tout à l'heure, je me retiens pour vous interrompre parce que vous allez dans tellement de directions. euh, et j'aimerais approfondir sur tellement de sujets, mais je sais que c'est pas le but, mais c'est hyper intéressant. Merci Myriam, mais n'hésitez pas si vous avez une question. Je ne pouvais pas m'arrêter à chaque slide juste parce qu'il y a beaucoup de data et c'est difficile pour moi de vous donner tout, mais j'essaie vraiment de compenser, de condenser les data. Mais n'hésitez pas si vous avez une question qui vous tracasse. Ça va, je vais me contenter d'écouter, de voir ce que vous allez élaborer pour les C'est prochaines bien. slides. Mais notez si vous avez des questions, ça ferait grand plaisir d'y répondre par la suite. OK, donc là, on va arriver à des exemples. Donc, on parle maintenant, comme l'a dit Luc, le but de votre cours, c'est de comprendre. On ne crée pas pour créer, OK? C'est quand on crée une solution, une technologie, on doit comprendre c'est quoi la problématique, l'opportunité, essayer de résoudre cette problématique en focusant sur le client, l'utilisateur final. Le but, c'est pas de créer la meilleure solution, mais de créer une solution qui va perdurer dans le temps. Comme référence, je parle bien évidemment de Infinite Game de Simon Sinek, qui est un grand chercheur, écrivain que j'aime beaucoup, et qui parle du management stratégique. Il compare en gros Apple et Microsoft, comme quoi Apple focus toujours sur l'utilisateur final, la définition du pourquoi on le fait. On fait des ordinateurs originaux qui sont destinés à des personnes créatives qui ont besoin différents. Et Microsoft, leur objectif, c'est de dire on est les meilleurs, on est de partout. Et on voit un peu la différence de perception de produit. Donc, pour revenir un peu à cette problématique sur laquelle on a focusé. Moi, j'ai commencé en tant que créatif et j'ai évolué dans le domaine de la tech. Et j'étais frustré par le fait que les gens téléchargent des images, par exemple, sur Internet, ou mettons que vous êtes une créatrice ou un créateur, vous publiez un vêtement que vous avez créé ou quoi que ce soit, ben, les gens volent le contenu sans être pénalisés. Et ça, c'est frustrant. Un exemple très concret, ici, on parle d'Amanda parce que la personne veut détenir sa confidentialité, qui fait de belles créations et qui a retrouvé son œuvre sur une coque de téléphone sur Amazon. Ce qui se passe, malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui volent des œuvres, vont inonder le marché par des coques, ils mettent ça en vente. Donc aujourd'hui, grâce à des solutions comme Artisio que je vais vous montrer tantôt, vous pouvez générer un certificat de propriété intellectuelle. De manière simple, dans le passé, les gens s'envoyaient des courriers recommandés pour dire voici une lettre dans laquelle j'ai mis cette œuvre, cet algorithme ou cette formule scientifique que je m'envoie. Du coup, j'ai un horodatage, heure, date, heure, minute, seconde et date à mon nom qui prouve que je suis propriétaire. C'est bien compliqué pour aller à la cour avec ça. Donc, nous, on a décidé d'utiliser la blockchain pour résoudre cette problématique-là. Donc, on génère un certificat que je vais vous montrer tantôt, dans lequel il y a votre nom, votre prénom, le descriptif de votre œuvre, la date de création, la date de publication. Et ça, c'est ce qu'on appelle une propriété intellectuelle. Avoir des idées, une idée, ce n'est pas une IP. Okay? Vous pouvez avoir des idées de fou. Tant que vous ne prenez pas une feuille, un stylo, vous ne commencez pas à décrire votre IP, ça ne vaut rien. Dès que vous décrivez une propriété intellectuelle ou faites un dessin, une illustration, ça devient de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, mes amis, c'est de l'or. Aujourd'hui, il y a eu, moi je suis un grand fan de ces innovateurs comme Leonardo da Vinci, comme Nikola Tesla, comme Thomas Edison. Ces gens-là ont fait fortune et ont changé le monde grâce à la propriété intellectuelle. Et l'IP toute seule, elle a généré 6,3 trillions de dollars aux États-Unis en 2023. On ne parle pas de revenus d'entreprise, on parle de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai créé quelque chose, un algorithme, un design, et je l'ai déposé pour créer une utilisation, ce qu'on appelle des licences d'utilisation. Donc, on va essayer de faire un exercice un peu pratique. Donc, la protection est très complexe dans la problématique, elle est dispendieuse. Je dois m'éduquer, je dois recruter un avocat pour lui parler et comprendre un peu comment ça marche. Et aujourd'hui, avec l'innovation technologique, ben, ça ne suit pas du tout. C'est très en retard. Le domaine légal, il est très, très dépassé, malheureusement. Donc, pour avoir du fun, je vous inviterai à scanner d'abord le logo orange sur la gauche, si vous voulez bien. Là, c'est une version gratuite d'Artisio qu'on a créée vraiment pour démocratiser et donner l'accès à l'IP. Donc, on va faire un exercice pratique dans lequel vous allez pouvoir voir un peu comment ça marche. Je vais vous partager mon écran par la suite. Juste laissez-moi savoir quand vous êtes prêts.
Ça va vous ouvrir une page dans laquelle vous allez avoir Google, Facebook, LinkedIn pour créer un compte gratuit. Je vais vous montrer deux choses très importantes. Quand vous créez une solution technologique, le focus, c'est l'utilisateur final. Et votre utilisateur n'est pas censé connaître comment fonctionne la crypto et la blockchain. Vous allez voir, c'est super simple, mais vous dites quand vous l'avez scanné. Ça, je vais partager notre écran. Tout le monde a scanné? Oh, parfait. Oui, le cul est orange. Parfait, OK. Permettez-moi de repartager mon écran. Je vais mettre tout l'écran, ça va être mieux. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. OK, donc ça, c'est la première version qu'on a créée. Ce n'est pas super design, mais c'est super simple. Et on l'a appelé IP Freedom. Donc, je suis en train de vous donner des idées comment bâtir votre base de clients. Donc, cette solution-là, elle est produit de la Product of the Day dans Product Hunt. Product Hunt, c'est comme la plateforme de lancement des produits technologiques. Donc, énormément de plateformes comme LinkedIn et autres ont lancé là-dessus. Et ça aide à faire connaître votre technologie et bâtir votre communauté. Donc, normalement, vous êtes face à cette page-là. Donc, je vous invite simplement à créer un compte. Ici, je vais utiliser mon Gmail pour ça. Et quand vous créez un compte, vous auriez à compléter vos informations. Donc, quel genre d'informations? Vous avez normalement cette page-là. Donc, ça, c'est la première expérience que l'utilisateur rencontre. En gros, il a son email, de choisir un username parce qu'on protège les informations personnelles. Il valide sa langue, first name, last name, le domaine. Après, il peut bien évidemment spécifier s'il a un portefeuille crypto, il peut l'ajouter. Et comme vous pouvez remarquer, on met des petites étoiles pour orienter un peu l'utilisateur sur ce qu'il doit remplir. Et par la suite, il va avoir son profil public. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, une fois que c'est fini, vous mettez Save et vous allez voir en haut, vous allez voir le nombre de crédits. Vous avez 100 certificats normalement. You paid to protect 100 creation, you have 100 creation. Moi, dans mon cas, j'ai juste 87 créations. Donc, on a dit, c'est quoi une IP? Une IP, ça peut être une image. Ici, on a fait un exercice pour Made in Swiss, pour la Suisse, pour voir un peu qui utilise sur Internet le Made in Swiss illégalement. De la musique, par exemple, ça, c'est un IP connu. Donc là, quand vous écoutez de la musique, et bien évidemment, tout ça, c'est enregistré dans la blockchain. Ce qu'on enregistre, c'est l'image, le titre de l'œuvre, et là, vous avez ce qu'on appelle une clé publique. Donc, en gros, c'est comme une étampe d'un notaire, ce que vous voyez ici. De manière plus pratique, comment ça marche? Donc, on va aller à Add Creation. Donc ici, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 étapes. Première étape, c'est quel est le type d'IP que vous avez créé? Est-ce que c'est une image, du texte, une œuvre artistique ou une œuvre digitale? Donc, une œuvre digitale, ça peut être un code source, un algorithme, objet virtuel de la 3D, de la vidéo, de la musique, ou ça peut être quelque chose de plus simple comme une illustration ou une image. Voyez? Donc, toutes ces données-là, en fait, c'est la même chose que vous trouverez dans l'Office de propriété intellectuelle conventionnel. On a reproduit la chose pour la faire plus ludique et plus sympa. Donc, mettons que j'ai une illustration à faire ou un logo. Donc là, je mets mon descriptif d'œuvre, le titre de l'œuvre, la description, date de création, est-ce que ça a été publié ou pas? Je vais faire un vrai exemple. La description est très importante. Décrire votre IP, l'essence de votre IP, c'est ce qui protège votre propriété intellectuelle. Donc, vous pouvez utiliser l'IA pour être assisté pour ça, et c'est ce qu'on a poussé dans BIP Quantum. Les territoires dans lesquels vous avez commercialisé ou présenté votre produit. Donc là, je peux mettre tout ce que je veux comme pays, et c'est beaucoup plus simple que de le faire ici que dans l'Office de propriété intellectuelle. Matériel utilisé, mettons, j'ai utilisé 3D Max pour ma création avec de l'intelligence artificielle. Entre parenthèses, toute création générée par IA n'est pas copyrightable, n'est pas enregistrable dans l'Office de propriété intellectuelle. Après, vous ajoutez votre nom d'auteur. Okay? Donc, par exemple, ici, vous pouvez être plusieurs auteurs, parce que des fois, on travaille en équipe. Et mettons, je vais vendre ma propriété intellectuelle à quelqu'un, donc business side, je peux ajouter mon propriétaire ici, ou c'est moi le propriétaire.
Là, j'ajoute l'image qui va être détectée, qui va être la couverture de ma propriété, qui va être détectée parce que nous, on détecte le plagiat si on trouve une similarité. Donc, par exemple, je vais voir ce que j'ai ici. Par exemple, OK, je vais enregistrer le logo PHP Quantum, ça va être simple. Et là, je mets les catégories. Signature digitale, donc je déclare sur l'honneur que je suis le propriétaire de l'œuvre. Continue. Attention à ce qu'il n'y a plus de marche arrière, parce qu'une fois qu'on intègre la donnée, on appelle ça minter. Quand on va ajouter les données dans la blockchain, on ne peut plus revenir en arrière. C'est un peu comme l'office d'IP. Hein. Si vous enregistrez un actif, on va dire, ah, je veux recommencer. Vous pouvez créer un nouveau, vous ne pouvez pas le modifier. On va mettre yes, register. Donc, ce qui se passe, je suis en temps réel, comme vous pouvez le voir. Donc là, d'un point de vue affaires, cette plateforme-là ne génère pas de revenus, hein, réellement. Hein. Vous voyez d'ailleurs, please donate. Donc, on fonctionne par le don. Et ce qu'on fait, c'est qu'on veut impacter la communauté. On veut que les gens l'utilisent, qu'on devienne un standard de certification de propriété intellectuelle. Ça, c'est ma mission à moi en tant qu'être humain pour dire qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui à la société à ma petite échelle humaine. Au moins, j'aide tout créatif de protéger sa propriété intellectuelle ou des créatifs qui utilisent la plateforme. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? On va aller en temps réel. Donc là, on voit, j'ai mon illustration, j'ai ma clé publique. Donc, ça prouve que c'est enregistré dans la blockchain. On clique dessus. Là, vous voyez, c'est Polyscan, Polygon Scan. Polygon, c'est la blockchain qu'on utilise. Et Scan, c'est juste simplement pour le scan, pour le scanner la clé publique. Et, attends, je vais revenir en avant. Et là, j'ai mon euro d'attache. Donc, ça a été enregistré 34 secondes, 34 seconds ago. Donc, la date, l'heure, la minute, la seconde. Ça, c'est ma preuve, vous voyez. Et là, juste un point de vue affaires, pour aller un peu plus loin, nous, on utilise nos propres jetons donc, pour absorber l'énergie pour créer cette transaction-là. Donc, l'utilisateur ne paye rien du tout. D'un point de vue légal maintenant, vous avez votre preuve d'IP. Donc, vous pouvez ajouter un mot de passe. Vous pouvez la générer ici. Votre preuve IP, c'est comme un certificat que vous obtenez dans l'Office de propriété intellectuelle conventionnelle. Donc, je vais aller le chercher. Il est là. Donc, c'est un PDF. Vous pouvez mettre un mot de passe pour le sécuriser ou le garder tel quel. Et là, ben, voilà. J'ai les informations que j'ai ajoutées. Vous pouvez scanner le QR code, ça va vous donner le titre de l'œuvre ainsi que la date de publication. Et sur la deuxième page, j'ai l'aperçu de mon œuvre. Donc, en gros, je viens de générer en moins de 5 minutes ma propriété intellectuelle et mon certificat. Donc, on résout déjà un premier problème. Deuxième problème, là, je n'ai pas de plagiat, mais si on trouve une similarité en ligne, vous allez recevoir une alerte. Donc, en gros, l'ambition ici, c'est que plus vous avez des idées ou des inventions ou des concepts de projets, vous pouvez créer votre catalogue d'actifs et ça devient des actifs. Vous pouvez soit les concrétiser ou plus tard les vendre. Donc ça, c'est la première étape qu'on vient de faire. Vers où on s'en va? Donc, en écoutant la communauté, on a réalisé que les gens ont besoin de plus. Donc, la deuxième phase, elle n'est pas publique encore, j'ai le plaisir de vous le montrer en avant-première. La deuxième phase, ici, on s'est dit, comment créer des licences d'utilisation? Donc, licence d'utilisation, ça, c'est la nouvelle version que je vous montre en avant-première. C'est 2 ans d'ouvrage, je ne vous raconte pas l'effort titanesque qu'on a fait là-dessus. Donc, en gros, on a simplifié ça. Je suis en train de vous montrer une évolution d'un projet beaucoup plus large à quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, œuvre digitale, œuvre physique. Et là, les mêmes étapes qu'on a fait tantôt, mais je ne vais pas passer à travers, juste vous donner une idée. Donc, est-ce que c'est une pièce unique, une édition limitée? Quel est le pourcentage d'exécution? Okay. Dans quel pays? Vous voyez, par exemple. Matériel utilisé, donc un peu les mêmes choses qu'on a fait tantôt. Et après, on va aller à d'autres étapes jusqu'à clarifier mes licences d'utilisation et générer mon certificat immunité. On résout ici d'autres problématiques. Un, votre propriété intellectuelle va être listée sur toutes les places de commerce NFT. NFT, c'est certificat non fongible, jeton non fongible. En gros, si je prends une image, je la transforme en image unique. Si je la vends, je ne l'ai plus dans mon disque dur. Ce n'est pas comme une copie d'image. Et c'est ça la puissance de la blockchain. Ce qu'on a ajouté aussi, c'est qu'on a ajouté de la certification conventionnelle des droits américains. Ça aussi, au lieu d'aller consulter un avocat est très complexe, nous aussi, bien évidemment, on le fait directement en ligne. La détection de plagiat, votre portefeuille, et à la fin, on a créé une place de commerce pour vendre votre actif.
Voilà, jusque-là, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions à date sur ce que je viens de vous présenter. Excusez-moi, je ne vous vois pas parce que je suis sur Teams, sur le partage d'écran direct. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Oui? Génial. Je sais que c'est beaucoup, hein. Mais l'idée, c'est qu'on on s'exerce. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de plus excitant. Donc, les utilisateurs se plaignent de dire comment je décris ma propriété intellectuelle, comment je m'éduque. Donc, et là, pareil, je vous donne un accès en avant-première. C'est dans l'autre browser. Voilà. Donc là, l'autre code que vous avez ici, BIP Quantum, ça, c'est une solution qu'on a développée depuis 1 an. Donc, c'est une intelligence artificielle capable de remplacer un avocat. Et là, toutes les questions que vous avez euh, par rapport à l'IP, à la propriété intellectuelle, elle va pouvoir vous aider là-dessus. Donc, vous pouvez scanner le code et je vais vous faire une petite démonstration live. Je pouvais m'envoyer un pouce pour savoir si c'était partagé, si vous l'avez. Ouais. Donc, à quoi ça? Donc, ici, la solution est là. Et là, on est totalement dans la blockchain. Et voyez l'URL, juste pour vous donner une donnée très importante. Il n'y a pas d'adresse abc.com. Vous voyez? Donc ici, ça prouve que toute cette solution-là, elle est dans la blockchain. Tout notre logiciel est dans la blockchain. On appelle ça une application décentralisée, DAPP. Donc là, ce qui se passe, c'est que première étape, on crée son compte. On utilise une blockchain qui s'appelle Internet Computer Protocol. Vous voyez un peu la première version que vous avez utilisée, Artisio, vous avez créé votre wallet. Il y a deux types de portefeuilles cryptographiques. Il y a un type de crypto, de wallet crypto dans lequel vous gérez le mot de passe, parce qu'il y a une clé publique, clé privée, un peu comme votre PIN de carte de crédit, que vous ne devez pas partager. Et on appelle ça non-custodial wallet. Et il y a des wallets custodial où vous ne gérez pas votre mot de passe. Vous le synchronisez avec un email, comme on a fait dans la première version d'Artisio. Donc là, on résout un problème. Ça, c'est une intelligence artificielle qui est déployée dans la blockchain. Première étape, elle vous demande votre niveau de compréhension. Êtes-vous débutant, intermédiaire ou advanced? On va dire qu'on est débutant. Donc, elle vous donne un guide sur c'est quoi l'IP, la propriété intellectuelle. Vous êtes des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs et entrepreneuses, et c'est très important d'utiliser la propriété intellectuelle comme élévateur. Donc là, vous pouvez dire, OK, avant d'aller répondre aux questions, moi, j'ai des questions. Donc, je ne sais pas si une de vous aurait une question sur la propriété intellectuelle que vous aimeriez qu'on teste. N'importe quelle question reliée à l'IP, que ce soit générer un brevet ou... Comment je fais pour savoir si ma propriété intellectuelle n'a pas déjà été créée par quelqu'un d'autre, que c'est véritablement une propriété intellectuelle? Non, excellente question, merci beaucoup. How can I check? C'est malheureusement juste en anglais pour le moment, mais on l'offrira dans d'autres langues. How can I check if my IP is not plagiarized, for example? Donc, ce qui se passe, cette IA-là, contrairement à ChatGPT qui va trouver des informations un peu n'importe où, il va trouver des informations fake, des informations erronées, cette intelligence artificielle est entraînée sur, on appelle ça des preuves de données, sur les droits d'auteur américains et la propriété intellectuelle américaine. Donc, elle a été testée par plusieurs avocats et c'est impressionnant parce qu'elle donne vraiment des informations d'une précision incroyable. Donc là, elle vous donne un peu des étapes. Donc, conduct through search, cross-reference with public database, engage IP professional, etc., etc. Légalement parlant, bien évidemment, on peut toujours valider vos informations avec un avocat parce qu'on doit respecter le droit, mais on peut aller plus loin. On peut lui dire quelles sont, étape par étape, à faire ou quelles sont les plateformes à utiliser. Et là, vous voyez un petit micro, on est en train de pousser une fonction vocale pour que vous puissiez parler à cette IA-là comme parler à un avocat. Mais pour aller sur une manière plus macro, là, je peux répondre aux questions comme si c'est un avocat qui me conseille. Est-ce que vous avez une œuvre qui est brevetable, une marque de commerce, copyright, trade secret? Donc là, œuvre digitale, physique, un peu ce que je vous ai montré tantôt. US copyright n'est pas encore valide. Et là, je génère mon certificat. Donc là, je vous montrer, c'est vraiment le fun.
Donc là, par exemple, attendez, je vais juste trouver, je vais vous montrer un exemple qui puisse vous parler. Là, on va prendre des œuvres qui sont créées par IA. Ok, par exemple, ce robot-là, cette chaise robot qui peut soutenir des personnes âgées. Ok, donc, on va l'appeler ici Robot. Donc là, je peux faire ma description d'IP. Ça peut être beaucoup plus lent. Et là, je définis c'est quoi comme propriété intellectuelle et le type et les licences, deux choses différentes. Donc, pre-parent, quelle licence? Je peux donner une licence d'utilisation pour du domaine du jeu, on appelle ça du GameFi, une licence pour du advertisement s'ils veulent l'utiliser comme pub, meta-use pour les métavers, reproduction virtuelle s'ils veulent l'utiliser encore dans d'autres créations, reproduction physique s'ils peuvent carrément prendre mon plan technique et le réaliser. Et là, je définis mes royautés. Ce qui se passe, c'est que, imaginez, là, vous mettez une idée que vous avez pensée. Dans le futur, ce qu'on imagine, c'est que les gens vont acheter cette propriété intellectuelle pour l'utiliser. Et vous, vous allez obtenir des droits, des royautés. Alors, par exemple, ici, je demande 20%. Donc, à chaque fois qu'une personne achète pour utiliser dans des licences particulières que j'ai précisées ici, je vais obtenir 20% de royautés sur son utilisation. Donc là, je pars à une deuxième étape où je valide mes informations de créateur et c'est tout. Donc, vous voyez, la vente d'une propriété intellectuelle va être aussi simple que vendre un article, ou même plus simple que vendre un article sur Amazon aujourd'hui. Et c'est ça le futur à mes yeux, là, et aux yeux de l'équipe avec qui on travaille. Donc là, j'ai mon certificat, j'ai mon produit, j'ai mon image, et là, je vais la vendre. Donc là, c'est mon portefeuille d'actifs. Tout ça, ce sont mes idées, des illustrations à dessiner par les enfants, des marques, des gilets. Et là, je peux vendre ce que je veux. Donc, je clique sur Liste. BQC, ce sont nos jetons. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous pouvez lancer votre propre crypto. Donc ça, c'est une crypto que nous, on a créée. Et là, je vais proposer à vendre ce robot à 500 BQC, par exemple. Yes, I confirm. Ce qui se passe, c'est que nous, on va minter, on va intégrer toutes ces données dans la blockchain pour qu'il y ait une traçabilité, qu'on puisse traquer qui les a achetés. Et quand on part dans la place du commerce, la marketplace, voilà, là, j'ai plein d'innovations. Et vous voyez, il est listé ici. Et ça affiche, bien évidemment, on peut télécharger un certificat un peu comme je vous ai montré tantôt. On peut faire du bid, on peut faire bider, ça veut dire comme un peu eBay, donner une offre. Et dans la marketplace, vous avez votre balance de jetons ici. Donc ici, j'ai 1344 jetons. Et je vous ai donné l'accès. On offre 1000 jetons à chaque utilisateur, chaque créateur d'IP. Et là, je peux, par exemple, avec mes jetons, je veux acheter cette innovation-là. Je clique sur Buy. Donc, ces jetons-là n'ont pas d'équivalent en dollars aujourd'hui, parce qu'on doit respecter les autorités de marché financier. Donc, ce sont des jetons d'utilité, qui permettent d'acheter sur la plateforme. On veut que les gens jouent et s'amusent dans la plateforme. Et notre prochaine phase, c'est de leur envoyer un équivalent de jetons transigibles, donc des jetons qui peuvent convertir en dollars américains. C'est ça un peu l'ambition. Et là, vous voyez, je retourne à mon portefeuille. Et voilà, il est là, il est à mon nom. Donc, je peux le changer, je peux le revendre. Donc, je vais vous montrer un peu, créer une propriété intellectuelle, la certifier dans la blockchain et par la suite, la vendre, acheter une autre propriété intellectuelle et la revendre. Donc, imaginez le potentiel d'affaires que vous avez ici. Est-ce que vous avez des questions à date? Je m'excuse, c'est beaucoup de données. Tel que présenté, là, ça peut générer beaucoup de revenus. Et sur le plan de la fiscalité, est-ce que, comment ça se passe? Très bonne question. La première, si je comprends bien, vous avez dit comment générer du revenu? Non, je veux dire, tel que le produit est présenté, ça génère et ça peut générer du revenu. On sait qu'à chaque fois qu'il y a gain en revenu, on a Revenu Québec derrière. Sur le plan de la fiscalité, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus au Québec? Comment ça se passe de manière pratique, en fait? Très bonne question. Merci pour votre question, Laetitia. Oui, ça génère du revenu, absolument. Pour le moment, le jeton que vous encaissez, c'est un jeton transactionnel que vous ne pouvez pas convertir parce qu'on doit être soumis à une permission d'autorité marché financier. Le Québec, et Luc, il insiste sur la clarté là-dessus, et je veux vous la mentionner, le Québec et le Canada est très en retard là-dessus. Mais c'est en train de bouger parce qu'on le veuille ou non, disons les vraies choses, ce qui arrive aux États-Unis arrive finalement au Canada. Donc, les autorités de marché financier sont en train de simplifier et
de faire preuve de plus de flexibilité dans l'émission de jetons. Parce qu'il y a deux niveaux au fiscal ici, Laetitia. Donc, si vous émettez le jeton, vous créez un projet similaire au nôtre, c'est beaucoup plus lourd. Vous devez vous faire approuver par l'autorité des marchés financiers. Par contre, si vous utilisez la plateforme, fiscalement parlant, vous avez l'obligation de déclarer votre revenu. Donc, aussitôt que nous, on va vous donner l'équivalent en dollars américains, par exemple, vous devez déclarer dans votre revenu annuel, j'ai utilisé telle plateforme, j'ai tel jeton qui a tel équivalent en dollars. C'est ça ce qu'exigent les autorités de marché financier et c'est ça ce qu'exige Revenu Québec et Revenu Canada. OK, parfait. Et je tiens à préciser autre chose. Ça, c'est votre obligation citoyenne. Mais ce n'est pas une obligation, entre guillemets, ils ne peuvent pas vous obliger, d'un point de vue humain, à traquer votre actif cryptographique. Et, parce que, personnellement, moi, j'ai un problème avec les systèmes conventionnels qu'on a aujourd'hui et je trouve qu'ils limitent l'accès à la richesse au commun des mortels. Donc, c'est juste un point de vue personnel que je garde pour moi-même. OK. Mais est-ce que vous pensez, ça c'est, rentrons dans le personnel, hein. Est-ce que vous pensez qu'ils ne peuvent pas mettre sur pied des méthodes qui permettent de contrôler ça, justement? Ne pas Oui, laisser absolument. parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas tel que tu veux. Tu déclares, tu ne veux pas. Absolument, absolument. Ils sont en train de développer et d'investir dans des solutions qui permettent de traquer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez un portefeuille crypto-monnaie avec des grosses plateformes comme Coinbase qui respectent les autorités de marché financier, vous vous faites vérifier. Vous faites ce qu'on appelle Know Your Customer. Donc, vous scannez votre permis de conduire. Donc, toutes vos données financières crypto-monnaie vont être communiquées automatiquement aux autorités de marché financier. Toutefois, grâce à la blockchain, vous pouvez garder ça anonyme. Et il y a certains wallets qui permettent de garder l'anonymat, mais ils ne sont pas toujours, malheureusement, super sécuritaires. Oui, mais ça s'en vient petit à petit. OK, parfait, merci. Avec plaisir. Donc, d'autres études de cas, domaine finance, je parlais d'Afrique. L'Afrique, c'est le futur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y a Mobile Money Security avec les blockchains. Il y a Wave au Sénégal qui sont super, super bien utilisés. C'était... pour donner un équivalent, dans les pays scandinaves ou dans certains pays de l'Europe de l'Est, vous vous rappelez des vieux Nokia, avant même le smartphone, ils utilisaient le transfert de monnaie par message texte. Donc ça a révolutionné le transfert aujourd'hui, comme des modèles au Sénégal, où on peut s'envoyer, on peut payer, on peut acheter en crypto dans une épicerie, c'est quand même génial. Impact, 5 millions d'utilisateurs, frais réduits de 80%. Donc 80% de frais bancaires transactionnels et traditionnels quand on paye avec la carte de crédit dans un endroit spécial. Et l'Afrique, c'est vraiment une étude de cas fantastique sur l'utilisation de la blockchain, de la crypto. Agroalimentaire, je vous ai parlé de la traçabilité. Donc, aujourd'hui, concrètement, Carrefour, en Europe, ils ont développé un département qui s'appelle Carrefour Blockchain, qui offre la traçabilité du bœuf. Encore, on parle d'agroalimentaire. Et l'impact, plus de 30% de confiance des consommateurs. Art, États-Unis, ça c'est la chose que j'aime beaucoup. Aux États-Unis, British Museum, ils ont utilisé les NFT, donc tokens non fongibles. En gros, c'est quoi? Comment ils ont utilisé? Ils ont créé. Vous voyez, quand vous allez au musée, vous trouvez des magasins à la fin des musées pour acheter des collectibles ou des objets, des t-shirts pour vous rappeler de l'exposition. En fait, ils ont créé des collectibles d'expo qui sont digitaux. Donc, en gros, les gens scannent un QR code, un peu comme vous avez fait tantôt, et j'ai une petite surprise pour vous à la fin, et ils achètent ces collectibles-là. Et ces collectibles-là ne sont pas juste des images à collectionner. Ils peuvent donner des avantages, on appelle ça des utilités. Par exemple, réduction pour mon prochain ticket, cadeau si je pars à un certain endroit. Certains artistes le font pour écouter en avant-première leur art. Et ça, c'est 10 millions de dollars de revenus annexés grâce à ça. Donc, les amis, ouvrez bien votre esprit sur l'impact de la blockchain. Avantage unique, donc transparence, on a compris. Registre immuable. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs applications pour le vote électronique. Efficacité, réduction des intermédiaires, transferts internationaux, plus besoin de payer 45 $ pour envoyer un virement. Et ça, c'est très populaire en ce moment. Sécurité, donc données cryptées, votre, par exemple, dossier santé et autres. Donc, c'est scalabilité, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur un point de vue horizontal, respect des régulations qui est totalement optimale aujourd'hui, ça s'en vient, et adoption au grand public. Donc ça, c'est quelques exemples d'usage
combinant l'intelligence artificielle et la blockchain, qui est très important aujourd'hui. Usage émergent, gouvernance. Je vous ai parlé des pieds de golf à Dubaï en 2023, première élection municipale sur blockchain, quand même. Avantage, transparence, réduction des fraudes, parce qu'il y a beaucoup de fraudes dans les élections. Jeux vidéo. GameFi, c'est quoi? C'est vous jouez, vous faites payer pour jouer. Et ça, c'est super populaire. Vietnam, Philippines, pays d'Asie. Pas super, super populaire en Afrique, je ne sais pas pourquoi, à moins que les données ont changé. Et on appelle ça play to earn. Donc, vous jouez, et le temps que vous passez sur écran à jouer, vous entraînez l'intelligence artificielle du jeu, gratuitement, puisque vous jouez. 2, vous êtes un client, donc vous êtes exposé à du contenu. Du coup, ils peuvent vous montrer des affichages publicitaires, une bouteille Coca-Cola sur le jeu, etc. Et 3, c'est une manière originale de bâtir une communauté. Donc, il faut récompenser cette communauté-là. Et de toute façon, ces créateurs de jeux se font payer aussi. Donc, 3 millions d'utilisateurs actifs par jour. Vous imaginez l'impact. Et identité digitale, par exemple, il y a ID 2020, Microsoft et ONU se sont associés, comme si les grosses marques, les gros géants de ce monde n'ont encore besoin de s'enrichir. Et ça, c'est géant parce que ça a aidé 1,1 million de réfugiés à une identité sécurisée. Aujourd'hui, il y a un gros problème qu'on vit à travers le monde où il y a une fuite. Moi, ça m'attriste beaucoup. Je le vois beaucoup en Afrique du Nord où il y a des subsahariens qui fuient et qui essayent de trouver une meilleure qualité de vie. Et c'est très difficile à ces pays en voie de développement comme la Tunisie et autres de gérer ce flux-là parce qu'il manque d'infrastructures. Et la blockchain, c'est le futur pour ça, parce qu'on peut identifier facilement, permettre à ces êtres humains de rentrer dans un circuit actif parce qu'ils sont jeunes, ils peuvent être super productifs. Et à mes yeux, ça, c'est le futur de l'Afrique. L'Afrique doit utiliser les technologies émergentes pour retrouver une place en force. Donc, pourquoi l'IA et la blockchain, c'est un couple gagnant? D'abord, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est capable de choses incroyables. L'intelligence artificielle est capable d'interpréter les émotions, de comprendre la création, de pouvoir créer, on le voit. Elle est capable de sentir la conscience. Il y a un projet qui s'appelle A Digital Twin, où un artiste qui s'appelle David Usher, qui est au Canada, il a créé une intelligence artificielle de son ami, reproduisant ses émotions, sa sensibilité artistique. Et quand tu lui demandes, vous êtes qui? Elle dit, I'm synthetical emotional version of Maria, qui est la fille qui l'a reproduit. Donc, on s'en va vers une super intelligence. Et l'intelligence artificielle, comme la majorité des scientifiques en parlent, elle est à un stade où elle nous concerne comme des enfants de 5 ans. C'est comme si c'est un adulte qui traite avec un enfant de 5 ans. Est-ce que vous laisserez votre enfant ou un enfant de 5 ans vous guider? Je ne pense pas. Donc, la blockchain, aujourd'hui, va permettre d'instaurer ce qu'on appelle des balises pour assurer une sécurité de l'humanité dans le futur. Et l'IA avec la blockchain vont fonctionner de pair, bien évidemment, avec de la résistance quantique. Analyse prédictive, donc par exemple, BIP Quantum utilise l'IA pour anticiper des conflits de propriété intellectuelle, sécuriser et renforcer, bien évidemment. Ici, c'est la détection de fraude. Et c'est le marché de l'IA et de la blockchain, on parle de 980 milliards. Ça, c'est selon le rapport de Gartner récemment. Voilà, on a fini. Mon cadeau, il est suivant. Je vais vous offrir un NFT. Donc, vous pouvez scanner le QR code ici et vous allez trouver notre marketplace privé qui s'appelle Artistore. Vous choisissez ce que vous voulez, vous cliquez sur le petit bouton en bas et vous avez ce mot de passe à utiliser. Vous allez avoir un NFT gratuit qui vous permet d'expérimenter c'est quoi un NFT sans avoir de wallet. Et là, vous allez pouvoir au moins comprendre de quoi je parle à chaque fois. Prenez le temps de le faire et je suis là si vous avez des questions, bien évidemment. Juste essayer d'afficher votre caméra. Je vais te le dire, Sam, si quelqu'un lève la main ou... Excuse-moi? Je vais te le dire si quelqu'un lève la main. Oui, merci. Tu ne peux pas le voir. Oui. Fait que j'aimerais peut-être essayer de résumer, puis tu me corrigeras, Sam, si je dis des inepties. Oui. Une blockchain est une technologie qui sert à enregistrer on va dire des transactions ou un enregistrement
D'accord? De façon à ce qu'il ne soit pas modifiable par la suite. OK? Donc, la blockchain est une base de données où est-ce qu'on écrit seulement qu'une seule fois et où est-ce qu'on peut lire plusieurs fois. Cette Oui. base de données-là, elle a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle assure l'intégrité de l'information enregistrée de par son infrastructure. La deuxième, c'est qu'elle assure, elle n'assure pas la confidentialité de l'information enregistrée. Elle ne peut pas assurer la confidentialité parce que tout le monde a le droit de parcourir la blockchain pour savoir si l'IP existe déjà, pour être capable de savoir si la personne a l'argent ou les bitcoins ou l'information qu'elle doit posséder pour faire une transaction, envoyer le jeton ou le whatever à une deuxième personne. Et le troisième élément de la blockchain, c'est qu'elle ne nécessite pas une banque ou un intermédiaire au centre. Ce qui est. Pardon, Oui, excuse-moi. vas-y, tu me corriges, hein, parce que Oui, j'essaie de je te laisse simplifier finir, après pour je vais clarifier, Oui. oui, il y a des petits détails. Oui. OK, parfait. Donc, en gros, une blockchain est une base de données où est-ce qu'on écrit une seule fois qui nous permet de créer des journaux d'entrée ou de transaction qui peuvent être consultés par les membres de la communauté de cette blockchain-là. D'accord? Puis, la blockchain, maintenant, peut-être est une technologie qui peut être utilisée avec d'autres technologies, comme l'IA, OK, pour répondre à des besoins d'affaires. Fait que Sam nous a montré beaucoup de besoins d'affaires. Celui de la propriété intellectuelle, celui des deux produits, là, que bon, j'ai une mémoire à court terme courte, fait que je vais en lire, mais on peut l'avoir en santé pour les dossiers médicaux. Donc, la partie du dossier médical qui est dans la blockchain, c'est tous les diagnostics de docteurs. Ce qui n'est pas dans la blockchain, c'est vos informations personnelles. Parce que ces informations-là, comme votre adresse, peuvent changer ou peuvent entrer des endroits. Donc, toute information qui doit être régulièrement mise à jour n'est pas placée dans une blockchain. Toute information qui est permanente, d'accord? Un diagnostic de médecin, une acquisition d'un art ou la définition d'un brevet, l'assignation d'un brevet, sont des choses ou une transaction financière, sont des choses qu'on ne modifie pas après coup, qu'on réécrit une nouvelle transaction lorsqu'on veut faire une modification. Donc, la blockchain est l'outil idéal pour ça. Oui. OK? Complète, Sam. Merci. Parce que ce volet-là, je n'étais pas sûr que c'était clair, parce que tu disais beaucoup d'éléments en disant c'est dans la blockchain, puis des fois, c'est ce qui est autour de la blockchain. C'est le service qui utilise la blockchain qui offre ce qui est autour. Comme toute l'authentification, l'identification, ce n'est pas nécessairement la blockchain qui le fait. Absolument. Non, je te remercie. Honnêtement, tu expliques super bien les choses. Le détail qui est très important, c'est que tu as dit, elle ne peut pas assurer la confidentialité. En fait, elle assure la confidentialité parce que réellement, ce qu'on a vu, par exemple, la carte ISU, c'est que nous, parce que pour crypter une donnée, on a besoin de deux pôles, en gros. Un pôle pour crypter, un pôle pour décrypter. L'avantage avec la blockchain, si vous voulez voir réellement ce qui reste, par exemple, dans ce certificat que j'ai fait, si vous voyez encore mon écran, vous ne pouvez rien voir ici, parce que mon certificat, il est là, il est dans le hash. Donc, bonne chance pour décrypter cette liste de caractères-là. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que ta transaction, ton hash, ainsi que la date, l'heure et tout le reste, ça, c'est l'enregistrement dans ta blockchain. Oui. Et ce contenu-là est accessible à tout le monde. Tout le monde peut parcourir la blockchain. Tout le monde peut parcourir la blockchain, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver l'information. Parce qu'ici, par exemple, j'ai une transaction de cette clé. Si moi, j'ai ta clé publique, ça prend quand même une connaissance minimale. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout à fait. Dans le contexte d'affaires ici, c'est comme ça que ça a été chiffré. Oui. Dans le contexte du Bitcoin, oui. L'anonymité se fait sur la clé associée à un utilisateur. Exact. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est ça la différence entre confidentialité et anonymité. C'est que je ne sais pas qui a fait la transaction, identification pour authentification. Je ne sais pas qui, donc je ne connais pas l'identité,
mais je sais que la personne qui possède cette clé-là a tant de bitcoins parce que je peux parcourir la blockchain et Oui. faire la sommation de ces bitcoins. Exact. Donc, si l'information, c'est pas la blockchain qui le protège, c'est ton algorithme de chiffrement qui génère ta clé que tu vas stocker dans ta blockchain. Oui. Donc, Oui, c'est pas la absolument. blockchain en soi qui fait la C'est confidentialité. pas la Elle blockchain ne en peut soi, pas le exact. faire parce que si elle ferait la confidentialité, tu n'aurais plus la transparence. Exactement. C'est Exactement. ça Oui, mon troisième point. ça prend la plateforme, absolument. Donc, une blockchain a 3 caractéristiques. Une écriture une seule fois, la transaction ne peut pas être modifiée et la transparence. C'est-à-dire que tout le monde peut parcourir une blockchain pour être capable de valider que l'information est là, est vraie, puis que je peux s'assurer qu'elle existe. Oui. OK? Donc, la blockchain n'assure pas la confidentialité. Là, c'est après ça le système autour qui va utiliser la blockchain selon les fonctions qu'ils veulent. Exact. Tu vois? Fait que Exactement. c'est pour ça qu'on peut l'utiliser autant pour le vote électronique que pour des dossiers financiers, que pour conserver des IP ou des dossiers médicaux. C'est que dans le fond, c'est une BD. On peut mettre ce qu'on veut dedans Exact. et on sait qu'elle va être protégée au niveau intégrité, transparence et j'ai oublié le troisième que j'ai dit tantôt. Là. Traçabilité, probablement. De toute Traçabilité, façon, la blockchain n'est pas toujours une obligation dans le développement de projet. Ce que je vous ai démontré durant cette présentation, c'est que vous avez plusieurs études de cas. Donc là, par exemple, je vous ai posé 3 questions pour récapituler. Donc, comment tokeniser vos actifs pour générer des revenus? Quand on dit tokeniser, c'est transformer n'importe quel bien physique ou digital en une pièce unique ou une édition limitée. un Tokeniser, c'est token qui va être stocké dans la blockchain. Merci beaucoup. Donc, ça vous donne une vision globale. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets, par exemple, qui permettent un accès facile dans l'immobilier. Il y a Wave, j'ai oublié le nom de la startup qui est montréalaise, qui est géniale, qui vous donne accès donc à des fractions de la propriété intellectuelle, des petits morceaux, un pourcentage, disons, du bien immobilier. Par exemple, on veut acheter un bien immobilier, on peut investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, c'est exorbitant. Je vais prendre, par exemple, l'équivalent, je dis n'importe quoi, 1000 $ ou 100 $ de ce bien-là. Et cette équivalence-là va me garantir d'avoir un versement mensuel de la location de ce bien immobilier par rapport à la portion que j'ai achetée. Ça, c'est possible avec la blockchain. On peut le faire n'importe quoi. Hein. On peut le faire dans des œuvres d'art, comme nous, on est en train de pousser avec la fraction. On peut le faire dans des données de valeur. Par exemple, je vais te partager, par exemple, les surveys, les questionnaires ou les sondages de satisfaction. On peut facilement les traquer et assurer un revenu. Traquer, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de fake news ou de fake informations. Donc, une personne de tel âge, géolocalisée à tel endroit, tel secteur d'activité. Voici ses réponses. Vous voyez après, deuxième question, quel processus pourriez-vous automatiser via smart contract? Donc ça, je vous laisse libre à vous. Je vous ai donné des exemples dans le domaine financier où une transaction entre moi et Luc, sans qu'on se connaisse, va se faire de manière automatique. Il y a aussi un domaine qui est fantastique, qui est les assurances. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui cartonnent au Brésil qui s'appellent 7IW, où, mettons, moi, je suis agriculteur, j'ai une assurance contre la grêle et ma terre a été affectée, j'ai perdu toute mon agriculture. Dans le monde réel, on doit attendre qu'un expert vienne et qui vérifie les données, les données pluviales et autres. Est-ce qu'il y a vraiment du gel ou pas? Est-ce que je mange pas? Le temps qu'il me rembourse, ça va prendre minimum 3 mois. Aujourd'hui, eux, ils ont résolu le problème avec la blockchain et les contrats intelligents. C'est que 3 données vont être vérifiées pour valider, 3 sources de données. Ah, tiens, dans cette géolocalité, oui, il y a eu de la grêle. Un envoi automatisé de la compensation s'envoie à l'agriculteur. Gain de temps, parce qu'un agriculteur n'a pas le luxe de temps de patienter, il doit agir vite, et meilleure compensation, meilleure transparence et meilleure rapidité. Comment garantir l'authenticité de vos données produits? Ça, c'est des exemples. Rappelez-vous, Bulgarie la montre, des marques de luxe le font. Vous pouvez utiliser Artisio qui est gratuit, par exemple, pour créer des éditions limitées. Si vous avez des marques, des idées de vêtements, des accessoires, dire voilà, c'est un accessoire que moi j'ai créé, il est certifié dans la blockchain. Et ça peut donner de la valeur quand vous vendez votre article, puisque vous lui donnez de l'importance et votre acheteur a une expérience, il le scanne. Oh wow, ok, c'est vérifié dans la blockchain. Des marques comme Adidas, Caterpillar ont utilisé
ce genre d'expérience pour valoriser leur édition limitée. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour. Je suis vraiment très content. J'espère que vous avez aimé le cours. Je sais que c'est tard, tu vas être fatigué. Et tout le monde est resté jusqu'à la fin. Ça fait que Merci. je pense que ça a été apprécié. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très généreux de votre part de monter cette présentation-là puis de venir nous la présenter. Avec plaisir. Je pense que les étudiants ont apprécié. Ouais. Puis, d'autres questions ou d'autres éléments à votre niveau? Fait que pour le rapport que vous allez avoir à écrire, ben moi, je vous dirais, allez sur un des deux produits que Sam nous a présenté. Je pense que c'est ça qui a été qui a le plus expliqué. Puis, est-ce qu'il y a un des deux produits qui vous parle le plus comme point de départ? Donc, il y avait Moi, celui pour. Je pense Oui, que je vais y peux-tu aller par le Bitcoin. tu vas nous partager ton fichier PowerPoint, Sam? Oui, bien sûr. Je te l'envoie ou je te le partage Oui, en... envoie-moi-le par courriel. Je vais générer un PDF et je vais l'envoyer. Moi, Sans je vais te problème. retourner C'est un Google, l'enregistrement et le verbatim. OK, c'est un Google Presentation, so je vais t'envoyer Ouais, le lien fais-moi un direct. PDF. Aucun souci. OK, mais je peux rouvrir le lien. C'est Artisio ou BIP Quantum, c'est ça les deux plateformes. Je vous ai donné le QR code. Donc oui, là vraiment, je vous partage ce qu'il y a de plus récent. Vous voyez, on peut remplacer de la consultation et garder l'aspect certification aussi. Vous n'avez pas idée, combiner l'IA avec la blockchain, c'est le futur. Plusieurs études de cas aujourd'hui, on peut remplacer un psy en cryptant les données personnelles. On peut remplacer des consultations de bien-être, de beauté. Non, l'IA est un changement majeur. Là. C'est Les aussi agents, fort c'est que un... l'arrivée Oui, de la calculatrice ou l'automobile. Là. oui, oui, les agents, C'est, c'est le futur. Les agents, c'est le futur. le Merci blockchain, les amis. c'est un outil. En vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci, Sam. Très bonne soirée à tout le monde. Au Merci. revoir, merci. Ouais. Au revoir. Enchanté. Bye bye. Je vais arrêter l'enregistrement et la transcription.